Est-ce qu'on est trop nombreux sur Terre? À l'heure de la crise climatique et des conséquences provoquées par l'homme sur son environnement, certaines voix se lèvent pour implorer une sobriété de la part des États et des individus qui y vivent. Mais pour d'autres, le problème n'est pas les habitudes que l'on peut avoir, mais plutôt le nombre d'habitants qu'il y a sur Terre. En gros, si on était 10, on pourrait tous se balader en jet. Alors que la natalité est en baisse aux États-Unis, en Europe ou encore en Chine, certains pays pauvres d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie connaissent encore un immense boom démographique. Mais jusqu'à quand? Alors, je vous rassure tout de suite, selon des projections, le nombre d'êtres humains devrait atteindre un palier à 10 ou 11 milliards d'individus. Mais la sobriété sera-t-elle vraiment efficace si l'humanité continue malgré tout de grandir d'ici les prochaines années? On a posé la question à François Gemène. Je m'appelle François, je suis chercheur, je suis père de 3 enfants. Je suis né en Belgique, j'habite à Paris depuis 2007. Je pense que je me fais aisément passer pour un Français, sauf quand je prononce la diphtongue oui. C'est des moments où on peut savoir que je suis belge. Avant de commencer la vidéo, pensez bien à vous abonner en activant la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. C'est super important pour nous soutenir et ça fait avancer la chaîne. Bonne vidéo. Je suis radical. Faux, je dirais plutôt. Il faut interdire aux gens de prendre l'avion. Non, Les crises migratoires vont s'intensifier. pas forcément. L'Europe est en avance sur les questions écologiques. Ça dépend par rapport à qui, mais en général, c'est plutôt vrai. Macron est le champion du climat. Non, c'est pas non plus le pire élève. Je suis irréprochable dans ma consommation. Absolument pas. La technologie n'est pas la solution contre le réchauffement climatique. Ça fait partie des solutions, il n'y a pas une solution. Les riches s'en foutent du réchauffement climatique. Non. Les gens ne comprennent pas comment agir. Souvent, c'est vrai. Les pauvres sont les plus sensibles au sujet du climat. Non, c'est faux. Il est trop tard pour agir. Non, c'est faux. C'est tout à fait faux. On est trop nombreux sur Terre. Non, c'est faux. Nous devons tous être plus sobres. C'est vrai. La population mondiale va diminuer. C'est vrai. Mais ça dépend à quelle échéance, bien sûr. Il faut arrêter de faire des enfants. Non, surtout pas. L'humanité va réussir à émettre 0 émission de CO2. Non, ça, elle n'y arrivera jamais. Par contre, je pense qu'elle peut atteindre la neutralité carbone. C'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que vous appelez la neutralité carbone? Toute activité humaine génère des émissions de CO2. Par contre, je pense qu'on peut arriver à un moment donné, arriver à 0 émission nette, c'est-à-dire à parvenir à retirer autant de gaz à effet de serre que nous n'en émettons. Autrement. Alors vous dites il faudrait une planification familiale au niveau mondial. Ça veut Il dire faut quoi? réfléchir à quelque chose, me semble-t-il, important. Combien de milliards d'habitants peuvent habiter pacifiquement sur la planète sans nuire aux équilibres environnementaux de la planète? Récemment, Nicolas Sarkozy qui a sorti un bouquin. Oui. Vous a demandé de réagir au bouquin. Oui. Et Nicolas Sarkozy a répondu à votre réaction. Et du coup, je vous demande de répondre à ce qu'il vous a dit. J'espère que vous allez lui demander après de réagir à ma réaction, sa réaction. Alors, Nicolas Sarkozy, justement, pour réagir à votre réaction. Il mélange beaucoup de choses. Il mélange des aspects qui concernent le climat et les émissions de gaz à effet de serre, d'aspects qui concernent la disponibilité des terres ou la disponibilité des ressources. Et donc, très clairement, le problème ne se pose pas du tout dans les mêmes termes pour ce qui concerne l'empreinte carbone par habitant et la disponibilité des terres ou des ressources. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît important. Le deuxième point qui me paraît important, c'est que j'ai l'impression qu'il résonne encore comme si on était dans une logique de croissance indéfinie de la population. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique-là. Les Nations Unies prévoient une stabilisation de la population vers le milieu du siècle, et puis un léger déclin. Donc il n'y a clairement pas de scénario de croissance infinie de la population. Et puis le dernier élément qui me paraît tout à fait important, c'est lorsqu'il imagine que ce sont des solutions de planning familial qui vont permettre de restreindre la taille de la population mondiale. Il ne faut pas oublier qu'une des raisons pour laquelle le taux de fertilité est si important dans les pays pauvres, c'est parce que dans les pays pauvres, les enfants sont une ressource économique pour les familles. Et qu'en réalité, plus ces pays vont se développer, plus les femmes vont avoir accès à l'éducation et une éducation de qualité, plus les couples vont avoir accès à des moyens de contraception, et surtout, les enfants vont cesser d'être une ressource économique pour les familles, pour devenir une charge économique, puisque d'un point de vue économique, les enfants sont une charge dans les pays industrialisés. Et donc, en fait, la transition démographique va se produire avec le développement des pays pauvres. Mais est-ce que ces pays pauvres, dites le développement des pays pauvres, mais est-ce qu'ils sont réellement aujourd'hui en train de se développer? Est-ce que justement ce que dit Nicolas Sarkozy sur la croissance démographique de ces pays-là, est-ce que ça n'arrivera pas s'ils se développent, mais est-ce qu'ils se développent? Clairement, on a des niveaux de développement très très différents selon les pays. Il y a des pays, notamment en Asie, qui ont connu un développement rapide au cours de ces dernières années. Même la Chine était encore, il y a 30 ans, un pays pauvre. Il y a des pays en Afrique qui se développent
de façon relativement significative. Il y en a d'autres, malheureusement, qui soit restent bloqués dans un stade de très grande pauvreté, soit très régressent. Moi, je crains que des pays comme le Mali, le Niger ou le Burkina, c'est-à-dire des pays secoués récemment par des coups d'État, je crains beaucoup une régression de ces pays dans le développement, et le changement climatique, pour les pays les plus touchés, risque effectivement de porter un coup d'arrêt au progrès du développement, voire même parfois d'imposer des retours en arrière. Et donc effectivement, c'est un risque réel. Et la surpopulation pose bien entendu des questions de disponibilité des ressources, de disponibilité des terres, etc. Par contre, là où je suis en désaccord avec le président Sarkozy, c'est lorsqu'il estime que c'est l'augmentation de la population mondiale qui crée le changement climatique. Et ça, c'est supposer que l'empreinte carbone par habitant est la même dans tous les pays du monde, alors qu'en réalité, très très différenciée selon les pays. Qu'en France, on est autour de 10 tonnes par an d'équivalent carbone. Aux États-Unis, on est plutôt autour de 15-16 tonnes. Mais par contre, dans les pays africains, en moyenne, on est à 0,7 tonnes. Et donc, on voit bien les différentiels tout à fait importants. Et donc, bien entendu, là où l'augmentation démographique est la plus importante aujourd'hui, ça n'a quasiment pas d'impact sur le changement climatique. Par contre, là où la démographie joue un rôle très important, c'est évidemment dans les pays industrialisés, là où l'empreinte carbone par habitant est très lourde. Et là, dans la plupart des pays industrialisés, on a plutôt un déclin démographique. C'est le cas dans la plupart des pays européens ou en Amérique du Nord, voire même une chute brutale de la population. Aujourd'hui, le taux de fertilité en Chine, c'est 1,1 enfant par femme. C'est-à-dire qu'on a quasiment une politique de l'enfant unique qui est intégrée par la population. Ça veut dire qu'on a un effondrement de la population chinoise qui va sans doute se produire beaucoup plus rapidement qu'on ne l'avait anticipé. Aujourd'hui déjà, la population chinoise est en régression. Il est né l'an dernier 11 millions de bébés en Chine, c'est-à-dire le nombre de bébés le plus bas que depuis 1978. Or, à l'époque, évidemment, la population chinoise était sur une courbe ascendante. Elle est aujourd'hui sur une courbe descendante et qui va descendre parfois beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Donc, bien sûr, la démographie a un lien avec le changement climatique, mais pas de la manière dont Nicolas Sarkozy l'imagine. Même si je peux comprendre, et c'est une remarque que j'ai souvent, il faut le dire, de la part de personnes qui sont assez âgées, et c'est pas faire offense au président Sarkozy que de lui dire que même s'il conserve une belle jeunesse, il a quand même le poids des années. Très clairement, je comprends que quand on a grandi dans une France qui comptait 30 ou 40 millions d'habitants, dans un monde qui comptait 3 ou 4 milliards d'habitants, 2 fois moins qu'aujourd'hui, on se dise, est-ce que tout ça est effectivement durable? Mais il ne faut pas oublier que l'empreinte carbone est très très différente selon les pays. On s'en sort mieux avec un pays qui a beaucoup d'habitants mais une empreinte carbone très faible qu'un pays avec moins d'habitants avec une empreinte carbone individuelle très haute. Ça dépend si on compte les émissions par pays ou par habitant. Et donc ça dépend comment on va prendre le problème. Il est certain que le Qatar a une empreinte carbone par habitant qui dépasse les 25 tonnes par habitant. Mais par contre, heureusement, a relativement peu d'habitants. Il est certain que s'il y avait au Qatar 300 millions d'habitants, ça ne serait pas tenable. Est-ce qu'il vaut mieux une planète avec peu d'habitants où on consomme à souhait comme on veut, ou une planète avec beaucoup d'habitants où on consomme beaucoup moins et on est dans une logique de sobriété? Je préfère personnellement une planète avec beaucoup d'habitants qui soit dans une logique de sobriété, mais ça c'est une question de choix personnel. Et soyons clairs, c'est une discussion de salon, parce qu'en réalité on a très peu de moyens de contrôler le nombre d'habitants sur la planète. C'est davantage une donnée que quelque chose qu'on choisit. Et donc j'ai tendance à considérer qu'il faut... Là, Sarkozy parle du planning familial par exemple. Ou... Mais enfin bon... Soyons très clairs, dans les politiques de développement, c'est pas comme si on n'avait pas tenté d'avoir ces logiques du planning familial. Ce qui empêche aujourd'hui l'accès à des moyens de contraception, l'accès à l'éducation, c'est avant tout des problèmes de pauvreté. Et donc c'est le développement qui va permettre d'une certaine manière l'accès à ces logiques de planning familial et comme je le disais, qui va faire en sorte que l'enfant pour une famille ne soit plus une ressource économique, mais devienne une charge et que donc on fasse forcément moins d'enfants. Plus un pays va se développer, plus son taux de fertilité va baisser. Nicolas Sarkozy, avec ce discours-là, agitait aussi un peu la peur migratoire des pays plus pauvres, par exemple d'Afrique subsaharienne, qui, parce qu'ils auront une démographie beaucoup plus grande et à cause aussi du climat, vont devenir des réfugiés climatiques et vont se déplacer vers l'Europe. Est-ce que pour convaincre
les derniers qui ne sont peut-être pas convaincus, soit du réchauffement climatique, soit de l'impact de l'homme du réchauffement climatique, peut-être même à droite. Est-ce qu'il faut utiliser cet argument des déplacés climatiques en disant attention, si on n'agit pas, il risque d'y avoir beaucoup plus de réfugiés en Europe? Non, je pense que c'est un argument xénophobe. Et que je comprends l'intention, hein, et évidemment l'intention louable d'essayer de convaincre les gouvernements, les populations, les sociétés de réduire leurs émissions de carbone. Je pense qu'avec cet argument, on alimente une sorte de xénophobie ambiante qui voudrait voir l'étranger comme une menace, qui voudrait voir la migration comme un problème dont il faudrait se prémunir, et qu'en agitant un peu ces peurs et ces épouvantails, on risque de nuire gravement aux droits de ceux qui aujourd'hui déjà sont contraints à la migration. Et on est aujourd'hui dans une logique de fermeture très forte des frontières et de politique migratoire de plus en plus restrictive, effectivement parce que nous voyons l'immigration comme une menace. Et l'idée d'agiter les migrations climatiques en termes de submersion migratoire, de vagues migratoires hors de contrôle, effectivement contribue à renforcer cela. Et donc je sais que les intentions sont bonnes, mais la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Une politique de sobriété mesurée, ce qu'on a fait sur l'eau, ce qu'on a fait sur l'énergie ces derniers mois, où les efforts sont partagés. Une politique d'innovation, où on investit là aussi sur l'innovation technologique, et ce que porte la mission France 2030 et chacun des ministères, et une politique de transformation de tous les comportements, ceux du consommateur, par en particulier l'étiquetage, la responsabilisation, ceux des producteurs, ceux des financeurs, qu'ils soient publics ou privés, avec les mécanismes d'éco-conditionnalité. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que le gouvernement en fait assez aujourd'hui? Je crois que la logique, ça doit d'abord être une logique de maximisation des efforts. Et donc, je ne dirais jamais d'un seul gouvernement qu'il en fait assez. Parce que par nature, vu l'urgence et la gravité de la situation, on n'en fait jamais assez, on doit toujours essayer de maximiser ses efforts. Donc dire le gouvernement n'en fait pas assez, c'est une réalité, ce n'est pas forcément une critique au tel du gouvernement. Sur ces annonces, ce sont des annonces qui vont dans la bonne direction. C'est-à-dire que si on veut voir le verre à moitié plein, je trouve qu'effectivement, je suis en désaccord avec aucune des mesures proposées. Je trouve que ce sont toutes des bonnes mesures qui vont dans la bonne direction. Maintenant, je trouve qu'il y a encore des points aveugles, et je trouve aussi que ça donne encore l'impression d'être un truc un peu bricolé et un catalogue de différentes mesures. Et je trouve qu'il manque un peu, y compris en termes de communication, il manque un peu de souffle et une vision pour dessiner ce que pourrait être l'économie décarbonée de demain. Et donc, je ne voudrais pas qu'on réduise la question de l'action climatique ou de l'action écologique à des ensembles de mesures un peu techniques sur des voitures électriques, des pompes à chaleur, etc. Tout ça va dans la bonne direction. Et honnêtement, c'est déjà un grand pas en avant, hein. Il y a des gouvernements qui vont carrément dans la direction inverse. Prenons le gouvernement britannique. Donc là, on va dans la bonne direction. Mais je trouve qu'on n'y va forcément pas encore assez vite. Pourquoi on n'y va pas assez vite, selon vous? Ben parce que quand on regarde le rythme actuel de baisse des émissions, que le président rappelle d'ailleurs, on est sur une baisse de 2% par an, et il faut arriver à une baisse de 5% par an. Je n'ai pas l'impression que les mesures annoncées soient suffisamment transformatrices que pour nous permettre de passer de 2 à 5. L'objectif, c'est moins 55% d'ici 2030, par rapport à 1990. Aujourd'hui, on est à moins 25%. Ça veut dire clairement qu'il va falloir faire en 7 ans un peu plus que ce qu'on a fait en l'espace de 30 ans. Alors bien sûr, dans les années 90 ou 2000, la préoccupation pour le climat n'était pas la peine, elle n'était pas la même, mais reste qu'il y a effectivement, on dirait, un énorme fossé à franchir. Et je trouve que, d'une part, il faudrait mettre ça en œuvre pour créer une sorte de vision et de projet. Là, on a encore un peu l'impression que ces mesures apparaissent comme des efforts à réaliser, comme une sorte de contrainte à laquelle il faut se plier, et pas encore véritablement comme un projet qui va nous emmener et qui va nous entraîner. Je trouve que c'est ça qui manque, y compris en termes de communication. Et puis il y a quand même encore certains points aveugles dans le plan. Alors je ne vais pas tous les lister, mais un point aveugle, c'est la question de la décarbonation de la route. C'est-à-dire qu'on met aujourd'hui beaucoup de moyens sur la voiture électrique, très bien, mais à mon avis, pas assez sur la question de l'infrastructure. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va encourager la multimodalité, la fluidité de la multimodalité, comment est-ce qu'on va encourager le covoiturage, comment est-ce qu'on va aussi revoir notre rapport à la voiture individuelle,
Et c'est sûr que dire « j'adore la bagnole », ce n'est pas forcément un signal très fort qui est donné sur la révision de notre rapport à la voiture individuelle. Un autre point qui, à mon avis, manque, c'est la question de la finance. Comment est-ce qu'on mobilise les leviers financiers pour cela? Je pense notamment comment est-ce qu'on mobilise l'épargne des Français, qui sont les estimations fait entre 4 000 et 6 000 milliards d'euros, c'est-à-dire des montants absolument gigantesques qui sont aujourd'hui épargnés dans les banques. Comment est-ce qu'on peut mobiliser une partie de cette épargne pour financer la transition, non seulement en France, mais aussi potentiellement à l'étranger? Et c'est à mon avis le troisième grand point aveugle de ce plan, c'est la diplomatie. En d'autres termes, et c'est vraiment un biais qu'on a dans tous les pays industrialisés, c'est que lorsqu'ils réfléchissent à décarboner leur économie, ils pensent à réduire les émissions produites sur leur territoire, mais on a beaucoup de mal à penser une logique au-delà de nos frontières. Oui, parce que la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en France, en soi, on peut se dire que c'est très peu finalement au niveau mondial. Bien sûr, c'est très peu au niveau mondial. Et c'est là où je trouve que la France ne tient pas son rang. C'est-à-dire que quand on est la 5e ou 6e puissance économique mondiale, quand on a un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, quand on a la 5e armée, la plus grande armée du monde, quand on a la 5e plus grande armée du monde, on pourrait se dire qu'on porte un leadership. Est-ce qu'il y a un leadership encore français? Poser la question, c'est y répondre. Et c'est là où je trouve effectivement qu'on est un peu petit joueur et petit bras parce qu'on se contente de réfléchir à la manière dont on va réduire nos émissions à l'intérieur de nos frontières. Et bien entendu, ça ne suffira pas si on ne porte pas une ambition internationale. Je voulais dire, il faudrait aller convaincre les Chinois, il faudrait aller convaincre les Américains et inscrire ça dans un plan global. Non seulement les convaincre, mais on les convainc aussi par l'investissement. Prenons la situation de l'Afrique. Il y a aujourd'hui une capacité installée dans les énergies renouvelables en Afrique qui est inférieure à la capacité installée dans les énergies renouvelables en France. Et Dieu sait que la France n'est pas la championne du monde des énergies renouvelables. Et donc ça donne la mesure des investissements à réaliser dans les pays du Sud, parce que bien entendu, si les pays africains n'ont pas accès à ces technologies décarbonées, n'ont pas accès aux énergies renouvelables, bien entendu, ils vont aller taper dans leur sous-sol les énergies fossiles, et le résultat, c'est que nous serons, en France ou en Europe, une sorte d'îlot décarboné dans un océan de carbone, et ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Et donc, il faut absolument que nous travaillions avec les pays du Sud aujourd'hui par l'investissement. On ne peut pas considérer ça comme du néocolonialisme. Hop, 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 si t'es encore là, c'est que t'aimes vraiment nos contenus, donc ça, déjà ça fait plaisir. Merci d'être à ce moment-là de la vidéo. Pense bien à t'abonner, je sais c'est relou, je viens pop-up, mais en même temps, ma voix, mon visage est tellement agréable. Non, c'est faux, t'as envie d'écouter la vidéo, je suis chiant. Abonne-toi, active la petite cloche, mets un commentaire et mets un j'aime si cette vidéo te plaît, c'est super important. Merci, je te laisse. Ça serait du néocolonialisme si on lui disait comment faire et comment ils doivent se développer, et si on leur disait, vous allez s'il vous plaît garder vos ressources fossiles dans votre sous-sol. Et ça évidemment, on n'a aucun droit, ni aucune légitimité à le faire, et ça serait du colonialisme, néocolonialisme, postcolonialisme, tout ce qu'on veut. Mais par contre, je pense qu'on a une responsabilité à travailler avec ces pays pour voir avec eux comment il serait dans leur intérêt d'avoir une trajectoire de développement aussi décarbonée que possible. Et le problème, quand on va réfléchir aux investissements ou aux nouvelles technologies, on va réfléchir à cela pour nous-mêmes. On va se tracasser de déployer de nouvelles technologies avant de se tracasser de rendre accessibles ces technologies au monde entier. Et là, je pense qu'il y a un véritable enjeu. Sinon, effectivement, le risque, c'est qu'on soit dans 20 ou 30 ans avec exactement le même niveau d'émissions au niveau mondial, simplement que les émissions proviennent d'autres continents, mais le climat se fiche éperdument que les émissions viennent de Lagos, de Bangkok ou de Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des pays comme la Chine, les États-Unis, enfin des gros émetteurs de gaz à effet de serre, agissent, prennent des mesures d'action comme peut le faire la France? Bien sûr, très souvent, et ça c'est un biais parfois un peu franco-français, on s'imagine volontiers qu'on est les seuls à agir, qu'on est les seuls vertueux et que tous les autres ne font rien, voire sont des méchants. Quand on regarde le plan de réduction de l'inflation aux États-Unis, donc l'Inflation Reduction Act, qui est en réalité un plan climat qui ne dit pas son nom, c'est sans doute la législation sur le climat la plus importante jamais votée dans un pays industrialisé, avec des montants d'investissement absolument colossaux pour transformer le système énergétique et les infrastructures aux États-Unis. La Chine est aujourd'hui de loin le plus gros investisseur dans les panneaux solaires ou dans les véhicules électriques. Mais ils le font dans le but de diminuer leurs émissions carbone. On s'en fiche. On s'en fiche. Le but dans lequel ils le font, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'ils le fassent. La Chine le fait bien entendu parce qu'elle imagine porter un leadership dans l'économie décarbonée du futur. Et tant mieux. Le problème, c'est que aujourd'hui,
à côté de ces investissements qui sont réels dans ce que j'appellerais l'économie décarbonée, on a aussi la Chine qui ouvre toujours des centrales à charbon, mais c'est aussi notre cas. C'est-à-dire qu'en même temps que nous allons faire toutes ces mesures de planification écologique, d'investissement dans les renouvelables, nous continuons aussi en France à subventionner largement les énergies fossiles. Le bouclier tarifaire, et je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais le bouclier tarifaire mis en place contre la crise énergétique de l'hiver dernier, ce sont des cadeaux déguisés qu'on fait aux industries charbonnières, gazières et pétrolières. On n'avait pas forcément... Je ne dis pas qu'on avait un autre choix. Peut-être qu'on aurait pu, en termes d'ingénierie fiscale, faire autrement. Mais la réalité, c'est que c'est de l'argent qui est détourné de la transition énergétique, donc qui n'est pas utilisé pour des investissements, mais qui, au contraire, retourne dans les énergies fossiles. Même la ristourne à la pompe qu'on a mise en place, ça coûtait 8 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près le même montant que celui qui est annoncé par Emmanuel Macron maintenant pour la planification écologique. Et on sait que ces 8 milliards d'euros n'ont que très marginalement bénéficié, notamment aux ménages aux revenus les plus faibles. On estime que le bénéfice pour les ménages aux revenus les plus faibles, c'était 48 euros sur l'année. Donc c'était relativement négligeable. On a l'impression qu'en fait, on est dans une sorte de schizophrénie, on assiste à un match du Classico et on essaye de supporter à la fois le PSG et l'OM. Ça marche pas. Pourquoi? Pourquoi le gouvernement français s'évertue à continuer de soutenir les industries pétrolières? Pourquoi le gouvernement britannique fait marche arrière dans les décisions pour le climat? Pourquoi? Alors, c'est deux phénomènes différents. Pourquoi est-ce que le gouvernement français, comme tous les gouvernements, continue à investir et à subventionner les énergies fossiles? Tout simplement parce que tout notre système énergétique aujourd'hui continue à dépendre des énergies fossiles. Et qu'on n'est pas encore véritablement dans une logique où on va sortir des énergies fossiles pour aller vers des énergies décarbonées, qu'elles soient nucléaires ou qu'elles soient renouvelables. Et donc nous continuons à rester très très dépendants aux énergies fossiles et nous continuons à les subventionner à la fois avec des moyens publics, mais aussi, et de façon encore bien plus importante, avec des moyens privés. C'est-à-dire que parmi les gens qui ont des produits d'épargne classiques de type assurance vie ou plan d'épargne logement dans une grande banque, très vraisemblablement, ces gens financent des projets d'extraction fossile ou de déforestation à leur insu, parce qu'ils ne savent pas à quoi sert leur argent. Total Energy a 500 000 petits actionnaires en France. C'est-à-dire qu'il y a 500 000 copropriétaires de Total Energy en France. Parmi ces 500 000 petits actionnaires, combien savent réellement qu'ils détiennent une ou plusieurs actions de Total et qu'ils sont donc d'une certaine manière copropriétaires d'énergie? Combien le savent? À mon avis, une toute petite minorité. La grande majorité a acheté des actions Total parce que c'était proposé dans un pack d'actions proposé par la banque. Et donc il y a, à mon sens, un impératif que les gens réalisent à quoi sert leur argent, que finance leur épargne. Et je suis convaincu que si les gens savaient ce que finance leur épargne, eh bien d'une part, une partie des gens ne seraient pas très contents que leur épargne finance des projets qu'ils désapprouvent, et d'autre part, seraient heureux par contre de mobiliser une partie de leur épargne pour financer des projets qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens de la transition écologique. Donc c'est pas forcément la responsabilité des gouvernants, ce que vous dites, c'est la responsabilité aussi des citoyens? En démocratie, la responsabilité des gouvernements, c'est aussi notre responsabilité. Qu'on ait voté ou non pour nos gouvernements, on est quand même comptable en démocratie des actions que posent nos gouvernements. Donc j'aime pas du tout cette idée qui, à mon avis, est délétère pour la démocratie, où on va séparer les gouvernements des citoyens. On est en démocratie, donc on vote pour nos gouvernements et on est quelque part un peu comptable des actions qu'ils posent en notre nom. Alors, l'autre question que vous posiez, pourquoi est-ce que Rishi Sunak revient aujourd'hui sur les engagements pris par son prédécesseur? Je ne suis pas dans la tête de Rishi Sunak. Très clairement, c'est un signal désastreux qu'il envoie aux entreprises britanniques, au marché britannique et globalement au reste du monde. Parce que pour actionner la transition, les entreprises et les marchés ont besoin de signaux très clairs et stables sur le long terme. Et donc toutes les gesticulations, déviations ou flip-flopping, comme disent les commentateurs politiques anglo-saxons, sont absolument dramatiques pour la transition et pour les investissements. Il ne peut pas non plus en espérer un gain électoral. Ses propres électeurs désapprouvent le fait qu'il renonce à certains de ses objectifs. Même parmi les électeurs conservateurs, les électeurs souhaitent que le gouvernement fasse davantage plutôt que moins sur l'écologie. Le problème, je crois,
c'est qu'il s'est senti piégé par des engagements, il faut le dire, un peu extravagants qu'avait pris Boris Johnson au moment du Brexit, parce qu'il s'agissait de montrer aux électeurs du Brexit et au reste du monde que l'Angleterre allait être meilleure, plus ambitieuse sans l'Union européenne que dans l'Union européenne. Et donc on avait fait des plans climat un peu extravagants, et je pense que Sunak se rend compte aujourd'hui qu'il va avoir beaucoup de mal à tenir des engagements. Et c'est le problème des engagements que vous prenez avec un terme qui dépasse la fin de votre mandat, c'est qu'en fait c'est le suivant ou la suivante qui va devoir tenir ses engagements. Qu'aujourd'hui on n'a pas l'impression qu'il y a deux France. Une France qui aime sa bagnole, une France, comme disait Jean-Baptiste Djebbari dans un complément d'enquête, vous l'avez vu, qui disait c'est normal quand on est entrepreneur de prendre son jet et d'aller vite et de vouloir aller toujours plus vite, d'avancer plus vite. Il y a un débat politique qu'on n'arrive pas trop à avoir en France, c'est le coût du temps, c'est la capacité de gagner du temps. Et c'est vrai qu'on a peut-être du mal à avoir ce débat, que le temps pour certains, notamment pour des décideurs, il est précieux. Ce sont en général des entrepreneurs, des entrepreneuses qui vont voir leurs usines, qui bossent tout le temps dans l'avion et en dehors et qui sont extraordinairement engagés, donc pour qui le temps est précieux. Cette France-là est une France qui a peut-être un peu plus conscience des enjeux écologiques et qui essaye d'œuvrer au quotidien pour agir. Ou est-ce que toute la France essaie d'agir? Est-ce que la France est scindée en deux? Je pense qu'il n'y a pas que deux France en réalité. Il y a une dizaine, une centaine de France différentes. Et l'erreur qu'on a commise, je pense que c'est un péché de naïveté, c'est d'avoir imaginé que le climat n'était ni de gauche ni de droite. Et c'était longtemps la position tenue par des personnalités comme Nicolas Hulot ou comme Greta Thunberg qui disaient voilà, c'est apolitique. En réalité, ces questions, elles sont profondément politiques. Parce qu'elles vont mettre en cause la manière dont on va organiser l'économie, dont on va organiser la société. Elles vont nécessiter de repenser un certain nombre de rapports de force et de mécanismes d'organisation de la société. Et donc c'est normal qu'en démocratie, on ne soit pas d'accord. On a, en tout cas j'espère, une certaine forme de consensus sur le constat de la réalité du changement climatique et de la responsabilité des activités humaines dans ce changement. Mais lorsqu'il s'agit de déployer des solutions et de voir comment on va y répondre, forcément, on n'est pas d'accord. Et donc certains vont miser sur la technologie, d'autres vont prôner la sobriété, vont prôner la décroissance, et c'est normal que dans une société, il y ait autant d'avis différents. La difficulté, c'est qu'il va bien falloir nous rassembler pour avancer. Et moi, je crains plus que tout une sorte d'idéologisation de la question, où en gros, on ne verrait plus les choses qu'au travers d'un prisme idéologique. Il ne s'agit pas de rejeter toute idéologie, et l'idéologie est importante parce que c'est la colonne vertébrale d'une pensée politique, mais le problème de l'idéologie, c'est qu'une va forcément chercher à triompher sur les autres et à s'imposer par rapport aux autres. Et c'est pour ça que moi je crois, même si on considère que parfois c'est une position un peu molle ou de compromis, voire de compromission, qu'il y a un enjeu pragmatique à avancer et essayer de rassembler les gens autour de projets concrets auxquels ils aient intérêt. Et je déplore que souvent, dans le débat public en France, on va se concentrer parfois sur des enjeux symboliques, qui sont des marqueurs idéologiques importants, mais qui ne sont pas, je dirais, les sources d'émissions les plus importantes, ou qui ne sont pas les leviers d'action où les coûts d'abattement sont les moins élevés. La question du coût d'abattement est très importante. C'est ce que vous pouvez réaliser avec un montant fixe. Si vous avez 1 million d'euros, où est-ce que vous l'investissez pour essayer de réduire le plus possible les émissions? Si vous avez un prisme idéologique, vous allez investir ce 1 million d'euros sur une sorte de victoire symbolique, mais qui potentiellement n'aura pas le plus gros potentiel de réduction d'émissions. Si vous avez une approche pragmatique, vous allez l'investir là où vous allez maximiser l'efficience économique de cet investissement et vous allez maximiser la réduction d'émissions. On peut être pragmatique en politique? Parce que l'écologie, c'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types, je dirais, d'éthique. Il y a une éthique de conviction qui va essayer de poursuivre des buts idéologiques et une éthique de responsabilité qu'on appelle souvent pragmatique. Au risque, et je ne veux pas que ça soit perçu comme insultant, j'ai envie de dire, vu l'urgence aujourd'hui climatique, vu la matérialité des impacts du changement climatique, vu les dégâts humains, financiers, matériels qu'il provoque aux quatre coins du monde, et vu la fenêtre de temps qui se rétrécit dangereusement, on n'a plus tellement le temps pour une éthique de conviction et des conversations de salon
qui souvent vont permettre effectivement de gagner des débats ou des joutes intellectuelles, mais vont pas faire avancer d'un schmilblick le bazar, et qui vont pas permettre, pardonnez-moi la familiarité de l'expression, mais qui vont pas permettre concrètement de réduire les émissions. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument jeter toutes nos forces dans la bataille vers ce qui va permettre le plus immédiatement et le plus efficacement de réduire nos émissions. Et donc j'aimerais avoir le luxe et le confort intellectuel de parfois me complaire dans une sorte d'éthique de conviction où je serais le plus pur, le chevalier blanc de l'écologie, mais la réalité c'est que les impacts du changement climatique sont là, qu'on n'a plus beaucoup de temps, et que donc je pense que le pragmatisme et l'éthique de responsabilité est une sorte de devoir moral vis-à-vis de ceux qui souffrent concrètement aujourd'hui dans leur chair du changement climatique. Trop souvent, à force de vouloir rejeter une solution parce qu'elle n'est pas suffisamment pure. Vous pensez à quoi par exemple? Je pense par exemple au débat sur la voiture électrique. Et j'entends bien que la voiture électrique, ça impose effectivement des ressources en termes de terres rares ou de matériaux critiques. J'entends bien qu'il y a une batterie dans les voitures électriques. Il y a aussi une batterie dans les voitures thermiques. J'entends bien qu'effectivement il y a un coût très lourd qui consiste à avoir un véhicule qui va peser 1 tonne ou 2 pour déplacer un humain qui pèse entre 50 et 100 kilos. Mais la réalité, c'est qu'une voiture électrique reste préférable malgré tout à une voiture thermique. Et donc si on rejette toute solution au motif des défauts qu'elle a, et c'est valable aussi dans une certaine mesure pour le nucléaire, on risque à la fin de ne plus rien faire du tout. Parce qu'aucune solution ne sera jamais parfaite. La solution idéale, absolument exemplaire, n'existe pas. Et donc si on se complaît dans une sorte de logique intellectuelle, on va chercher absolument la solution idéale, le risque au final c'est qu'on ne fasse rien du tout. Donc l'écologie c'est ni de droite ni de gauche. Ça crée dans la société des clivages, des dissensions importantes, et à trouver un moyen, malgré tout, de dépasser ces clivages et quelque part de rassembler les gens autour de projets concrets. Ça s'appelle la politique. À la fin de cet entretien, je suis obligé de vous poser la question, vous pouvez ne pas y répondre si vous voulez, mais récemment sur Twitter, je crois que vous aviez changé votre bio Oui. en disant vous faisiez des interviews en caleçon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commis l'erreur d'accepter une interview en visioconférence sur LCI de bon matin à 7h20. Et donc comme je n'étais pas encore, et je pense que tous les pères de famille avec de jeunes enfants comprendront la situation, je n'ai pas encore très bien habillé et je me suis connecté en dernière minute en posant mon téléphone très maladroitement sur une armoire. Et donc le téléphone est tombé et sans que je m'en rende compte, mais tous les téléspectateurs évidemment, mais encore une fois, qui regarde la télé à 7h20 du matin sans s'en rendre compte, qu'évidemment j'étais en chemise mais aussi en caleçon et donc j'ai montré mes jambes et mon caleçon à la France entière. Ce qui, je dois dire, a provoqué énormément de réactions de sympathie. J'ai rarement reçu autant de messages sympathiques. C'est la peur de tout le monde en vrai. Je pense que c'est la peur de tout le monde et je pense aussi que quelque part, moi ça m'a fait assez plaisir qu'il y ait encore ce type de gag un peu universel qui fasse rire de la même manière des gens riches et pauvres, des gens de gauche et des gens de droite, des urbains et des ruraux, et dans une France qui est parfois tellement divisée, tellement clivée en des camps retranchés qui se regardent en chien de faïence, je trouve que ça avait quelque chose de rafraîchissant de voir qu'il y avait encore une sorte de gag universel qui pouvait rassembler tout le monde dans un grand éclat de rire. En tout cas, vous l'avez pris avec humour. Ah ben heureusement, et je pense que c'est important parce que souvent les gens s'imaginent que ceux qui travaillent sur l'écologie ou sur le climat sont des gens un peu tristes, névrosés, accablés par le poids Vous souffrez pas d'éco-anxiété, etc. Si, comme tout le monde, je suis enculé. Je pense que, et bien sûr, je suis tracassé quand je vois des nouveaux indicateurs, etc. Mais je pense que c'est vraiment dans l'action qu'il faut pouvoir dépasser ça. Et moi, mon action, elle est au service de projets aussi concrets que possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Si vous êtes là, c'est que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner pour être notifié lorsque nos prochaines vidéos sortiront. Je suis sûr qu'elles vous plairont aussi. D'ici là, portez-vous bien. Salut.